BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Eli Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Eli Cohen. Bonsoir. On a vraiment besoin de lumière pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe, j'ai envie de dire, sur le front américain, sur le front du Mercosur, et puis aussi ce qui se passe en France. Notamment, on voit tout ce qui se passe, notamment dans la filière automobile, qui est vraiment sur la sellette. Trump a donc déclaré la guerre commerciale, on peut dire ça, parce que ça y est, dans un tweet, il a expliqué ce qu'il comptait faire vis-à-vis du Mexique, du Canada, et aussi vis-à-vis de la Chine. Pour l'instant, l'Union européenne n'est pas dans son spectre. À mon avis, ça va venir dans une deuxième rafale de tweets. Ce qui est quand même sidérant, c'est qu'on a l'impression que Joe Biden n'est plus président de la République. Il est censé prendre le pouvoir que le 20 janvier. Ça y est, il est déjà passé à l'as. Là, c'est Donald Trump qui prend les rênes des États-Unis. Absolument. Et ce qui est frappant, c'est que il envoie un signal fort qui est « je vais tenir mes engagements ». Oui. Parce qu'on avait pu espérer qu'il allait multiplier les promesses, les paroles, et qu'après, l'État profond américain allait reprendre les choses en main et qu'on aurait des négociations, des amodiations. Là, non, pas du tout. Il nous avait dit qu'il y avait un mot de la langue anglaise qu'il aimait beaucoup, c'était le mot tariffs, c'est-à-dire droits de douane. Eh ben, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, il déploie son arme des droits de douane. Et avec quand même une surprise, si vous permettez, il s'attaque d'abord au Canada et au Mexique, alors qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il s'attaque à la Chine et à l'Europe. Oui. Pourquoi diable s'attaque-t-il au Canada et au Mexique? À la Chine aussi, mais alors c'est... Oui, non, mais d'abord, le Canada et le Mexique, c'est 25%, je crois. Absolument. Et la Chine, c'est 10%. Oui. On se serait attendu à la chose inverse. Pourquoi fait-il ça? Je crois qu'il veut envoyer un message important, qui est que même si le Canada et le Mexique sont très proches, même si les économies sont très imbriquées, elles n'échapperont pas à cette nouvelle donne politique et économique qui est la généralisation des droits de douane. Et ça fait une différence fondamentale par rapport à Biden. Biden parlait de politique industrielle. Donc il subventionnait la localisation d'usines aux États-Unis qui profitait en plus d'un tarif de l'énergie favorable. Donc c'était en gros une stratégie d'attractivité, mais qui coûtait de l'argent au budget américain, qui alourdissait la dette américaine. Là, pas du tout. L'instauration de taxes va rapporter de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que donc le pari que fait Trump, c'est que ces taxes qu'il va prélever sur les importations, qui vont se répercuter dans les prix de la consommation américaine, vont certes avoir un impact sur l'inflation américaine, mais il pense que cet impact est absorbable et qu'en tout cas il est préférable à la stratégie de Biden, qui était une stratégie de subvention et de déficit. Ça veut dire, il ne mentionne pas du tout, est-ce que pour vous c'est la fin de l'IRA ? Inflation Reduction Act, parce que là, pour le coup, ça a énormément augmenté l'endettement des États-Unis. Effectivement, non, mais il ne revient pas. C'était un phénomène d'attractivité absolument incroyable. Absolument. Il ne revient pas là-dessus. Alors, j'ose pas les deux, vous pensez? J'ose pas imaginer que ça va être la double peine pour les Européens et les Chinois, parce que s'il y a et une politique industrielle volontariste et des droits de douane importants, plus l'avantage énergétique dont on a déjà parlé, là, ça devient la triple peine, effectivement. Je ne pense pas qu'il va remettre fondamentalement en cause la politique industrielle, parce que vous savez, le biais essentiel par lequel cette politique industrielle de relocalisation et de réindustrialisation passait, c'était des avantages fiscaux qui étaient accordés aux entreprises. Or, c'est l'homme quand même qui a... Les crédits d'impôt. Voilà, qui a tonné qu'il serait l'homme des baisses d'impôts, et notamment des baisses d'impôts pour les entreprises. Donc je ne vois pas prendre comme première mesure la suppression de cet avantage fiscal des entreprises américaines. Alors pour en revenir, donc il a dit, dans son tweet, il a dit, c'est le 20 janvier pour l'un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25% sur tous, c'est tous écrit vraiment en énorme, hein, sur tous les produits. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a déjà un accord qui s'appelle le NAFTA, il y a déjà des règles qui montrent que, par exemple, sur l'industrie automobile, quand vous prenez une voiture, 70% doit venir des États-Unis, qu'il y a un taux d'horaire, le coût horaire doit être supérieur à peu près pour 50% de la voiture sur 16 €. C'est une manière de contourner le Mexique, évidemment, qui est un pays à bas prix. Comment vous expliquez cette charge? Pour moi, c'est un changement de cap. Vraiment, c'est un changement de cap. Parce que jusqu'à présent, l'idée dominante en politique économique,
aussi bien aux États-Unis que dans les pays européens, c'était de dire on va abandonner les délocalisations pures et dures, l'outsourcing pur et dur, et on va remplacer ça par du nearshoring. Le nearshoring, c'est on va essayer de faire en sorte que les choses qu'on ne peut pas produire de manière efficace chez nous soient produites de l'autre côté de notre frontière, tout près de chez nous. Et donc comme ça, on contrôlera les approvisionnements, on écartera le risque de pénurie parce qu'on aura des pays qui seront carrément à nos portes, mais en même temps qui pourront profiter des bas-coûts du travail, de nos voisins. Et comme en plus les coûts de transport sont faibles, en gros, nous autres Américains, nous sommes gagnants-gagnants. Et bien là, non. Ils s'attaquent d'abord au Mexique et au Canada. Et pour leur dire quoi ? Ne vous faites pas d'illusions. Ma politique de réindustrialisation passe véritablement par la localisation sur le territoire américain des productions industrielles. Et donc, ce que Biden faisait par des cadeaux fiscaux, moi je vais l'obtenir en taxant les produits qui traversent la frontière. Et donc le message qu'il envoie aux Américains, vous avez vos dollars pour consommer, eh bien il faut vraiment consommer américain. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas la Chine ? Parce que, avant de poser la question sur la Chine, pardon, parce que ça va être quand même très très compliqué d'imposer ces droits de douane. Comment faites-vous ? Ils vont décortiquer, ils vont désosser les voitures pour voir exactement qu'est-ce qui vient du Canada, qu'est-ce qui vient du Mexique, qu'est-ce qui vient des États-Unis. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. Comment vous voyez ça ? Ça, c'est un processus classique, hein, c'est-à-dire que vous taxez à chaque passage de frontière, et puis après les entreprises font la preuve de ce qui est contenu local, de ce qui n'est pas contenu local. Ça, c'est un barnum. Et est-ce que c'est pas quand même contenu local, quand même, on sait en gros qu'au Mexique, ça va être de l'assemblage, et donc on va taxer l'assemblage, c'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est surtout important, ça veut dire qu'on accepte, c'est ça qui me surprend moi, c'est qu'on accepte le risque inflationniste dans un contexte quand même qui n'est pas un contexte économique brillant. Il y a des simulations macroéconomiques qui ont été faites qui valent ce qu'elles valent. Elles disent en gros que ces simples taxations tarifaires que veut mettre en place le président Trump, ça va coûter 0,2 de PIB de croissance à la Chine et 0,1 point de PIB de croissance à l'Europe. C'est pas rien quand même, hein. Quand on pense que nous, Européens, on se bat pour 0,1 de point de croissance, qu'on est en dessous de 1% de croissance, etc., c'est pratiquement 10% de la croissance européenne et une difficulté majeure pour la Chine à redémarrer qui sont projetées. Et j'ajoute que dans les mesures qu'a annoncé Trump, il y a 25% sur le Mexique et le Canada, mais il y a déjà 10% de supplément de taxes sur la Chine. Oui. Donc, il dit que ça vient se rajouter à ce qui a été déjà fait, et ce n'est pas exclusif de mesures que je pourrais prendre ensuite. Donc, c'est une vraie stratégie qu'il déploie, qui, sur la durée, va vraiment produire des effets. Justement, c'est comme une déclaration de guerre au monde, enfin, de dire non, honnêtement. Ça veut dire... On attend l'Europe, on se demande pourquoi, du reste, on n'est pas dans cette fournée-là, mais... ça va venir. Ça va venir. Ça, parce que quand même, l'une des obsessions de Trump, c'est de dire qu'il ne voit pas beaucoup de Chevrolet en Europe, alors qu'il voit beaucoup de BMW et de Mercedes aux États-Unis. Il n'a pas arrêté de le dire. Et il s'attaquera prioritairement à l'automobile européenne et également aux produits de luxe européens. Ça va venir. Et je crois qu'il faut vraiment le prendre au mot. Il veut vraiment changer de cap. Et la période pendant laquelle les États-Unis estimaient qu'il était de leur intérêt de participer à la libéralisation de l'économie mondiale et de participer à l'accélération des échanges, cette période est en train d'être close. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas redouter, parce qu'on sait que ce qui a plombé notamment Joe Biden, qui a plutôt un bilan économique positif, c'est l'inflation et les conséquences sur le pouvoir d'achat pour les Américains qui ont donc voté pour Donald Trump. C'est un peu schématique ce que je dis, mais enfin c'est vrai que l'inflation était au cœur de cette campagne électorale. Là, il y en a beaucoup qui disent, du coup ça va, il y a des conséquences inflationnistes, peut-être pas à court terme tout de suite, mais enfin à moyen terme, des conséquences évidentes. Ah non, mais c'est absolument évident. Mais encore une fois, les simulations macroéconomiques qu'on fait montrent que l'impact sur l'inflation américaine sera significatif. On parle de 1 point de hausse de l'inflation due à ces mesures protectionnistes. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est
le ventre de l'économie mondiale. Oui. Ils consomment massivement des produits chinois, des produits européens, des produits latino-américains, et ils génèrent un déficit massif. Et ce qui est frappant, c'est que ce déficit n'a pas reculé. Oui. Parce qu'on a beau multiplier les mesures, on a beau croire que les subventions, les taxes, etc. vont tordre le sens des échanges, ce n'est pas le cas. La question, c'est de quelle arme nous on dispose, ou la Chine, voire le Mexique et le Canada, de quelle arme on dispose, ou quelle mesure de rétorsion on dispose. Non, mais attendez, il faut être clair. Nous autres Européens, nous faisons plus de 100 milliards d'excédents par rapport aux États-Unis. Les Chinois font plus de 200 milliards d'excédents par rapport aux États-Unis. Nous ne pouvons être que perdants à ce petit jeu-là. De deux choses l'une, où ça s'avère... Et donc les Américains que gagnants, c'est ça que vous dites? Non, de deux choses l'une, je vous dis. Où c'est inefficace, et on constate que les flux d'échanges ne changent pas véritablement, et ça sera un coup d'épée dans l'eau du point de vue des échanges, mais ça aura un impact sur l'inflation américaine. Où ça marche, eh bien, c'est-à-dire on rentre dans une logique de réduction des déficits américains, et dans ce cas, bien sûr, les Européens et les Chinois en souffriront. Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, je sais pas, on vous dit demain, vous êtes nommé commissaire européen, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je ferai ce que les commissaires européens n'ont pas fait jusqu'à présent, je ferai de la surveillance au quotidien et des réactions au quotidien. Parce que le grand drame européen, c'est que par exemple la Chine n'a pas arrêté de violer les accords commerciaux, et on a beaucoup tardé à réagir. On a tardé à réagir parce qu'un jour les Allemands nous disaient mais ça va nous gêner pour nos exportations de machines-outils. Le lendemain l'Italie disait mais pour nos PME dynamiques c'est un vrai problème. Et donc du coup on était toujours en arrière de la main. Là, ce qu'il y a de bien, si j'ose dire, avec Trump, c'est qu'il met carte sur table et on ne pourra pas se cacher derrière notre ombre. Oui, parce qu'en plus, on reviendra sur le Mercosur aussi, qui complique complètement tous ces échanges internationaux. Mais un point justement sur l'industrie automobile, parce qu'on voit bien les annonces, notamment en France, se multiplient, mais même Stellantis qui a annoncé tout à l'heure une fermeture d'usine à Londres, près de Londres, en Grande-Bretagne. Stellantis qui a perdu 5% tout de suite, parce que très implanté effectivement aux États-Unis et a fait très exportateur de voitures là-bas. La question, c'est qu'est-ce que l'industrie automobile, qu'est-ce qu'elle peut faire là? Il faut faire une croix sur l'industrie automobile européenne? Attendez. Non, mais il faut battre sa coupe, ça on est bien d'accord. Il faut balayer devant notre porte. Oui, ça on est bien d'accord. On a beaucoup des problèmes que nous avons dans l'industrie automobile européenne, nous les avons créés nous-mêmes. Bon, premier problème, on n'en parle plus maintenant, mais vous vous souvenez que pendant le Covid, il y a eu un ralentissement du marché de l'automobile, et on espérait tous que les consommateurs européens, une fois le Covid passé, allaient se remettre à consommer avec l'immense bas de laine qu'ils avaient constitué. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de véritable reprise. 1. 2. Nous n'arrêtons pas de multiplier les réglementations et les pénalisations européennes de l'industrie thermique automobile. Bon. Et surtout, nous créons une incertitude majeure pour les industriels qui, pour certains, s'étaient vraiment engagés dans l'électrique et à qui on dit « Ah, mais le drame de l'automobile est tel, celui des sous-traitants est tel, que peut-être on va différer un peu l'application des mesures, etc. » Alors, les industriels d'automobile disaient « Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait ? Nos consommateurs ne consomment pas, nos pouvoirs politiques ne nous protègent pas, et là, il y a l'arme Trump qui arrive avec des nouvelles taxations. Donc, à un moment, il faut que la règle du jeu soit claire, et il faut que nos industriels aient une perspective dégagée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ah oui, mais du coup, on fait quoi? Demain, je reçois Luc Châtel. Demain matin, puisque vous me demandez ce que je fais comme commissaire européen, demain matin, je dis clairement si oui ou non, par exemple, je vais appliquer les pénalités pour les entreprises qui n'ont pas le quota nécessaire de véhicules électriques vendus ou qui n'ont pas réduit d'autant de grammes que prévu les émissions de CO2. Il y a des pénalités qui se chiffrent en milliards qui sont prévues. Qu'est-ce qu'on fait? On les supprime purement et simplement ou pas? Ça, les industriels ont besoin de savoir. Bon, deuxièmement, on tient les objectifs 2030, 2035, 2050 ou on les révise? Mais même là, les industriels ne sont pas d'accord. Vous prenez Carlos Tavares, à qui j'ai posé la question, et il dit non, moi je suis 2035, je me suis mis en ordre de bataille pour le faire. Peut-être qu'il changera d'avis en ce moment. Et puis de l'autre côté, vous avez Luca De Meo, le patron de Renault, mais qui est aussi le patron de l'association européenne, qui dit non, il faut décaler. Donc, le rôle du pouvoir politique, Edwige, c'est quand même de trancher, non? De temps en temps. Ce qu'on attend des autorités politiques européennes, c'est qu'elles définissent une ligne et une feuille de route pour que les Européens, les industriels automobiles européens, sachent où ils vont. Elie Cohen, on signe l'accord du Mercosur, il ne reste peu de temps. Oui.
On signe. Ben oui, et écoutez, vous mettez tous les agriculteurs dans la rue. Enfin, je sais pas. Non, mais attendez. Moi, je suis comme vous. Je découvre au fur et à mesure le contenu de cet accord. Oui. Bon, j'ai appris. Oui, moi, j'avais aucune compétence particulière. J'ai appris que l'impact majeur, c'est sur les bovins, c'est sur 1,6%. Voilà, et j'ai appris que c'était l'équivalent d'un steak par Européen et par an. Oui. À côté de ça, je sais que sur l'automobile, sur les produits de luxe, sur la filière pharmaceutique, sur même la filière produits laitiers, sur les vins et spiritueux, nous sommes gagnants. Alors, on va pas s'interdire un marché en plein développement pour un steak par an et par... franchement, j'avoue même pas... je ne comprends même pas l'ampleur de ce débat. Les agriculteurs se disent, voilà, c'est la fin de l'agriculture française, notamment la filière volaille. Vous connaissez un seul accord commercial depuis 50 ans qui n'est pas basé sur ce qu'on appelle des accords quid pro quo, c'est-à-dire on cède ici, on gagne ici, et après on essaye de faire la balance des avantages. Mais là, vous raisonnez en tant qu'économiste, économiste plutôt industriel, entre guillemets. Reconnaissez aussi qu'on peut se dire, regardez, ce qui va nous arriver, c'est notamment des bovins, de la viande, qui ne respectent absolument pas tout ce que nous, on impose. Non, alors non, c'est pas vrai. À juste titre. Ah non, sur la traçabilité, j'ai lu comme vous, parce que je ne le savais pas, qu'on est capable de missionner des experts sur place pour vérifier sur place ce qui est fait. Et j'ai appris, peut-être comme vous, que les Chinois le faisaient déjà. Qu'ils vont au Brésil, en Argentine et ailleurs, en Argentine notamment, pour vérifier la qualité du bœuf. En un mot, reste quand même le budget, il nous reste 30 secondes. Bruxelles a validé, un peu contre toute attente, ou alors c'est peut-être les bons rapports de Michel Barnier avec la Commission européenne, a validé la trajectoire de la France à moyen terme. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne surprise, parce que quand même, l'actualité ces derniers jours, c'était de dire, est-ce qu'on ne va pas ajouter la crise financière à la crise politique? Si on avait ajouté une crise européenne, ça aurait fait un peu too much. Donc le fait que la perspective se dégage du côté européen est une bonne nouvelle, et pour le reste, on sait, nous, Français, que nous n'avons jamais tenu nos engagements vis-à-vis de Bruxelles à temps. Jamais. Jamais. Et à mon avis, Bruxelles... Chaque nouveau président vient dire, il y a des circonstances exceptionnelles, il faut différer. Bon, c'est très bien que les Européens nous fassent confiance. Oui, mais surtout, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas voulu rajouter, comme vous dites, une crise financière à la crise politique, notamment pour Michel Barnier. Exactement. Merci beaucoup de vos éclairages.